Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va parler un peu crypto, on va commencer direct, pas d'importance toujours. On tient ces zones-là. C'était surtout important hier de marquer le support, de ne pas s'enfoncer comme des teubés. Donc pour l'instant c'est pas mal. Pour moi le momentum reste positif, le cycle reste à l'achat. Je pense juste qu'il faut donc accepter de digérer ce mouvement baissier. Il y a juste une chose que je voulais vérifier avec vous, j'y ai pensé là juste avant de démarrer cette émission et je veux quand même aller y jeter un coup d'œil. Les futurs ETH, est-ce qu'on y a accès ici? ETH USD futur, il n'y a pas. Est-ce qu'on a ça? Non. Alors, bon, ça c'est un peu gênant parce que j'aurais vraiment aimé les avoir. Normalement, ils doivent y être, hein, mais alors je sais pas quels sont les tickers. Bon, on verra peut-être pour la prochaine, c'est pas grave. Donc, ce que je voulais voir, c'était, bon, on va le voir de toute façon en horaire. À quelle heure ça a commencé à dérouiller? Ok, non, rien de chez rien à voir. Alors, je me demandais justement si on n'avait pas dérouillé à la réouverture des contrats futurs, donc juste avant en fait les clôtures. Mais attendez, il me manque plein d'heures là. Ah non, donc le 24, 23 heures. Ok. Donc c'est là que s'est fait la clôture hebdo. Et voilà. Moi, ce dont j'avais peur, c'est que ça se soit produit juste à la réouverture des contrats futurs. Là, ça aurait été un peu plus inquiétant. Donc là, absolument pas. Je ne sais pas sincèrement s'il y a eu un catalyseur à 15 heures. Mais en tout cas, bon voilà, on vient ici. Moi, ce qui me plaît surtout dans l'exécution, on va dire, du mouvement, c'est que c'est pas. Alors, on va revenir en daily. Voilà. C'est que quand on regarde en daily, effectivement, on voit ça, on se dit ah putain, on est venu là, on est passé en flèche et c'est pas passé. Voilà, on va aller regarder combien de temps on a réussi à tenir au-dessus de la résistance en intraday et ça me semble important en fait. Et voilà, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas juste venu faire une mèche et c'est pas passé. On est venu, on a raclé du stop autant que possible et c'est pas passé. Et ensuite, le reflux. Mais ce qui est important, c'est ça. Là, on n'a pas venu juste faire une mèche à market maker, on est venu passer du temps. Bon, certes, pas pendant les meilleures heures, mais c'est aussi les heures de cotation asiatique, donc c'est pas non plus les pires. Voilà, il faut être conscient de ça. Donc c'est pas non plus anodin ce qui s'est produit, il faut pas imaginer, voilà. Mais j'avais peur quand même et je voulais vérifier que ça ne soit pas produit. En gros, on vient chercher et ça rebaisse et à l'ouverture des futurs, boum, voilà. C'est-à-dire en gros, on vient, on fait une petite mèche, ça passe pas et derrière l'ouverture des futurs est vendue, ça aurait été plutôt un mauvais signe. Bon bref, en gros pour l'instant, attendez, laissez digérer, n'essayez surtout pas de surréfléchir. L'horaire, peut-être pour le contexte, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est ce canal de tendance 4 heures, donc le contexte horaire qui doit faire le job. Hein. Là, on voit bien cette tendance qui s'installe en horaire. Donc ici, bah, c'est peut-être une vague 4, un peu puissante, un peu punchy. Faut faire attention par contre, donc effectivement, à surtout pas valider ce double top, hein, c'est-à-dire pas s'amuser à repasser dans la partie basse du range, sinon c'est le support 4 heures. Et dans ce cas-là, pour ma part, il y aura des invalidations. Hein. Je suis là, je suis à 120, je n'autoriserai pas que les prix retombent sous mes prix de revient, sinon bah, ce sera sorti pour éventuellement racheter plus tard ou plus bas. Mais en tout cas, je ne veux pas de double top. Ici, on est en 4 heures, on a une pattern de stop sur un support de canal dans une tendance plutôt haussière. Normalement, ce genre de truc, on n'en voit pas. Hein. C'est-à-dire quand on est parti comme ça, qu'on a arraché le contexte, on tombe pas. Bon, ça peut arriver. Ça m'inquiète pas ça m'inquiète pas, on va dire, ça réveille deux trois petites alarmes parce que typiquement et stratégiquement parlant, ce genre de retournement, on ne les voit pas arriver dans ce type de contexte-là. Donc ça me surprend, ça m'interpelle. Voilà, le mot, ça m'interpelle. Maintenant, bon, bah voilà, on avait des signaux précurseurs haussiers, ils sont remplis. Alors, on va regarder si ça a été fait dans les 50 bougies. Ouais, tout juste. Voilà, donc on est quand même venu chercher ces objectifs techniques. Pour moi, ça montre que les acheteurs sont quand même en contrôle. Maintenant, normalement, on pouvait tirer un peu plus que ça dans ce schéma-là. Voilà. Donc déjà ne pas trop revenir là, et si on y revient, ça dépend sous quelle forme on y revient. Si on fait A, B, C ici et que ça repart à la hausse, j'hésiterai pas évidemment là par contre à mettre un petit renfort. Donc toujours patience, mais je pense que ce truc-là, c'est juste dire, bon, faux timing, ça passe pas, on passera la prochaine fois plus facilement, mais pour l'instant, voilà. Bref, donc tant qu'on est au-dessus des 50%, pas d'inquiétude. Si on y installe des clôtures daily, ça pourra commencer à causer des petits soucis, mais pour l'instant, on en est assez loin.
Les marchés classiques. Alors, donc les US, et je vous avais dit, c'est très important comme clôture hier. Il ne faut pas s'amuser à clôturer franchement au-dessus de cette oblique, qui était donc notre Fibonacci, comment on appelle ça, l'éventail Fibonacci. Donc ça passe pas, hein, voilà, ça passe pas. On a donné un gros signal en 4 heures, j'ai pris mon trade, bas les couilles. Les US, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je trade au graphique, et au graphique, c'est pas beau, et ça donne pas envie d'acheter. Donc, pour l'instant, c'est rejet des 74. On a tenté, hein. Alors moi, je vais vous dire, je regrette de ne pas avoir été devant les carnets d'ordre à ce moment-là, parce que là, je suis sûr qu'il y avait une mine d'informations, et malheureusement, je ne les ai pas eues. Voilà, donc là, on va faire la même chose, hein, qu'on vient de faire sur Bitcoin. Voilà, là, on n'est même pas venu chercher le niveau technique, alors qu'on est passé tout près. Pour être honnête, ici, on est passé à 3 pips de 3 ticks, 2 ticks de S&P 500. Donc, j'aurais été curieux, franchement, de voir ce qui a causé le retournement ici, à savoir est-ce que c'est un sell wall, c'est-à-dire tout simplement, ça passera jamais, n'essaye même pas de passer. En gros, voilà, il faut vous dire un truc. Dans un carnet, il y a ce qu'on appelle l'effet attractif, c'est-à-dire quand vous avez une poche de volume et vous savez que le marché va venir la chercher. C'est évident, hein. C'est quand le carnet d'ordre est orienté que le prix vient ici pour exécuter une grosse quantité d'ordres en attente dans le carnet. Dans ce cas-là, vous arrivez, vous voyez les ordres qui sont en attente dans le carnet, vous savez qu'on va aller les taper, c'est obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire, mais disons que c'est des mécanismes de prix qui font que si on est venu là, c'est pas pour faire mumuse, on est venu pour exécuter des ordres, on va exécuter les ordres en attente. Par contre, il y a ce qu'on appelle des fois des sell walls. Là, le problème, c'est que quand vous arrivez sur un niveau technique, il y a des stops qui sont au-dessus, c'est-à-dire en gros ici, vous avez la poche de liquidité, sauf que vous avez un sell wall qui se met en place pour protéger les ordres. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le marché qui est attiré par ça, mais qui va être bloqué par un gros acteur au marché qui va vendre au marché, c'est-à-dire qu'il ne va pas se placer dans le carnet, mais dès que les prix vont arriver sur un niveau, boum, 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 boum. Et c'est robotisé, hein, c'est un truc qui est là pour dire, ok, moi je vais tuer toute la liquidité dès qu'elle veut arriver et venir chercher cette zone de prix. Donc ça, par contre, c'est un investisseur, enfin c'est un investisseur. C'est un acteur de marché, souvent très fortement capitalisé, qui décide qu'on ne passera pas le niveau. Voilà, qui dit fuck off, moi ici on ne passera pas. Et en gros, vous avez le marché qui tente, hein, qui est attiré par cette poche de liquidité au-dessus. Et puis ça tente, ça passe pas. Et là, par contre, en général, quand vous avez un sell wall, ça fait mal. Voilà. Et ça reflue comme ça. C'est-à-dire qu'après un sell wall, le marché capitule. Tout le monde a capté qu'il y avait un gros qui vendait et qui ne laisserait pas passer. Donc on fait quoi? On capitule. On retombe et on revient chercher les supports. C'est ce qu'on est exactement en train de faire. Donc j'aurais aimé le confirmer hier en voyant tout ça arriver dans le carnet d'ordre et en volume réel au tape. Le problème, c'est que là, j'ai pas vu ça, donc je suis obligé de spéculer, mais d'expérience, je me rappelle quand même mes années de formation. Et pour être honnête, je me suis pas formé pour le scalping, comme tout, j'ai appris ça tout seul sur le tas. Mais c'est des trucs, honnêtement, vous regardez un carnet d'ordre, c'est quand vous l'avez vu travailler tous les jours à coup de 8 heures par jour, au bout d'un moment, vous commencez à voir apparaître des structures un peu partout. Bref, donc ces structures-là, voilà, elles ont ces types de réactions de prix derrière, à savoir, ça vient chercher, ça bloque, et le marché capitule immédiatement derrière, c'est exactement ce qu'on a. On passe d'un flux très acheteur et très mature, alors mature, le mot est faible, parce que franchement, honnêtement, ils se foutent de notre gueule, les US. C'est même plus de la maturité de mouvement, c'est juste d'un débile. En fait, on a l'impression que ça relance parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. En horaire, je vois bien quand même une structure bien terminée, encore un nouveau biseau, comme si ça suffisait pas d'en avoir je sais pas combien. Mais donc voilà, nouveau biseau ici qui atteint sa phase de maturité. En gros, c'est bloqué sous la résistance. Et pour l'instant, on est... Alors celui-là non, mais hop, là oui. Voilà, donc pour moi, c'est la structure ending diagonale. C'est la bonne vieille classique, je vais vous la montrer avec des exactions de prix. D'accord, pour moi, ça fait 1, 2, 3, viens là, 4, viens là, et 5. D'accord, on est en overlap 1, 2, 3, 4, 5. Merde, hop. Ce qui normalement ne doit pas arriver. Putain, mais ça arrive de temps en temps. Voilà. Et donc ces structures un peu chiantes, voilà, donc 5 vagues qui rétrécissent, 1, 2, 3, 4, 5, avec la 1 la plus grande, la plus impulsive, qui casse la résistance. Normalement la vague 1, elle vient, elle reflue, et la 3 casse la résistance. Bon là non, on est tellement euphorique qu'il faut tout payer tout très vite et tout compagnie. Et donc l'administration Trump qui a bien compris que plus elle joue la montre, plus ça paye à Wall Street et plus c'est génial. Le problème c'est que là, regardez-moi le canal de tendance en 4 heures, donc c'est le contexte horaire, on est toujours donc dans le même schéma ascendant depuis le début, c'est-à-dire que ça fait 3 mois qu'on monte dans le même canal horaire. Ça n'achoque personne, pas de souci, tout va bien, la tendance n'est pas mature. Bon,
moi j'appelle ça un excès de maturité complet, pour ne pas dire c'est purement n'importe quoi. Les box ont été disjointes sur ces zones-là. Là, c'est même plus de la disjonction, c'est tellement dire là c'est stupide. C'est-à-dire que là, on rentre dans l'irrationalité totale du prix. Hein. C'est-à-dire pour moi, ça commence par là. C'est là qu'il fallait rechercher des ventes. Je vous ai dit hier, j'ai un signal 4 heures, je dégomme. J'ai eu mon signal 4 heures, j'ai dégommé, point à la ligne. Donc, ça y est, j'ai repris mes ventes sur le S&P. Hein. Mes stops sont à 2865. Je m'autoriserai éventuellement à aller un peu au-dessus en cas de besoin au moment. Hein. C'est-à-dire j'ai un tout petit peu de marge de manœuvre au cas où. Mais bon, théoriquement, normalement, on va chercher ces prix. C'est même plus la peine de lutter. Vous avez bien compris. De toute façon, en horaire, le canal commence à faire n'importe quoi. On est tellement mature, je vous dis que ça dérouille au niveau des contextes. Donc, soit tout simplement, on s'enfonce dans la débilité, c'est-à-dire... comme là, on a des signaux d'accès potentiel. Donc, soit l'excès, il est fait, c'est game over, on sort du biseau par le bas et on va très rapidement chercher les supports. Pour moi, le support, c'est les précédents niveaux, donc 2007. Mais les niveaux de retracement, hein, voilà, c'est de venir chercher 2007. C'est juste 23% de retracement, les gars. Il ne faudra pas s'exciter si on arrive à 2007 et dire « Wouh, ça y est, on a gagné la partie ». Non, on va juste pour l'instant, normalement, retracer ce mouvement haussier. Il semble épuisé, on va voir. Attention les gars, les Américains, ils ont toujours de quoi vous péter la tronche. C'est-à-dire, s'ils vous refont le coup du biseau à la con, c'est-à-dire ici, tout le monde vend, tout le monde pense que le biseau, ça passe pas, et que là, on s'amuse à remonter. Moi, là, on ne doit plus revenir chercher ce sommet. Hein. On peut essayer c'est-à-dire faire ça et ça, il n'y a pas de souci. C'est même d'ailleurs, je pense, ce qu'on a le plus de chances de faire. Les mecs ont tellement pas envie de capituler. Que en gros on baissera que quand on aura tout essayé pour passer quoi. En gros hein, c'est vraiment c'est le truc de dire ah mince bon ça passe plus fait chier quoi on peut pas enfin la fête est finie quoi. Pour l'instant, c'est, je vous ai dit, la théorie habituelle, comme la drogue monétaire, qui revient à dire tout simplement le bol de punch est fini et tout le monde veut continuer à faire la teuf. C'est un peu le principe, quoi. C'est de dire tu veux pas rentrer chez toi, tu es dans une fête où il y a que des mecs bourrés. Au bout d'un moment, ça se finit toujours pareil. Soit les flics débarquent et la fête est finie, hein, voilà. Soit naturellement tout le monde s'endort de fatigue et en plus ils vont avoir mal au crâne le lendemain. Donc pour l'instant, voilà, hein, y a pas de, moi je vois pas de magie à se mettre en place ici, sauf si on trouve la force, encore une fois, d'invalider le biseau, c'est-à-dire de le transformer en canal ascendant. Hein, et alors ça, Dieu sait qu'ils sont forts les Américains pour vous la jouer celle-là, vous faire le coup du canal, c'est-à-dire de vous dire ah vous l'avez vu le biseau, oh qu'il est beau ce biseau, essayons de le péter. Voilà, on se fait un bon canal et puis direct, voilà, là on peut se dire théoriquement le truc c'est de dire je vous pète la tronche et ça fait boum, ça fait mes stop loss et merci au revoir. Donc là, ce serait de partir en mode grosse parabole, chasser tous les stops et sommet historique derrière. C'est pas impossible, hein, encore une fois, vous excitez pas si ça arrive, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Moi honnêtement, j'ai dit je capitule, hein, 2865, c'est game over, c'est qu'on atteint cette zone de prix et c'est pas possible. Pour moi, on ne doit pas revenir chercher cette zone de pricing, on doit bloquer et installer de nouveau un flux vendeur, de préférence sans avoir cassé ça. Donc pour l'instant c'est bon, ça tient au poil de cul et je vous dis j'espère qu'on a eu un sell wall hier pour mettre tout le monde d'accord et qu'on n'ait même pas envie d'aller essayer une nouvelle fois. En gros faut qu'hier on ait bien marqué les esprits et je voudrais voir à quoi ça ressemble sur la clôture daily. C'est piquant ça hein. Ça donne pas envie d'acheter, hein, c'est clair. On va voir si ici aussi ils ont essayé et combien de temps ça a tenu. Voilà, bon, ici gros échec, même chose. Donc là, on ne tient même pas la clôture au-dessus de ça. Hein, c'est de dire, là, donc on avait les deux niveaux à tester. Le cash a testé de passer le premier. Et à mon avis, on est venu clôturer bien dessous. Voilà, donc c'est ça. En gros, on ne vient même pas tester le premier, probablement le sell wall derrière la capitulation. Et on revient clôturer en dessous de la résistance précédente. Ça sent pas bon. Hein, voilà. Enfin bon, moi je vous le dis comme ça, vous faites comme vous voulez. Moi honnêtement là le coup du biseau, j'y crois. Enfin le coup du biseau canal, j'y crois pas trop. Hein. Là pareil, les box c'est du grand n'importe quoi. La tendance elle est extrêmement mature. Il y a des signaux, il y a tout ce qu'il faut pour shorter. Moi, je maintiens mon scénario vendeur. Maintenant, je vous dis, j'ai tellement été habitué à être surpris que bon, maintenant, je sais plus trop quoi en penser. Mais je vois le yen qui se renforce. Hein, donc, je le sentais tellement hier que l'USD yen me l'a foutait à l'envers. C'était impressionnant. Bref, bon, vous voyez, c'est quand je vous dis qu'il faut avoir de la marge. Hein, donc, j'avais mes stops USD yen ici. Et évidemment, je m'en suis rendu compte quand je me suis fait stopper. Donc, comme un petit malin, j'aurais dû mettre des alertes. Hein, vous voyez, je commets des erreurs. J'aurais dû mettre une alerte pour voir comment on attaquait. Je le sentais, hein, comme ça allait être de la chasse au stop. On y va, on chasse les stops, ça passe pas. Et on va repéter aussi sec
à la baisse sur le pot USD Yen, hein, donc je vais lui reprendre ses trades, mais en breakout du coup, malheureusement, et c'est un peu con d'avoir pris une petite perte pour rien. Bon, c'est une petite perte spéculative, hein, on est bien d'accord. Le CAD Yen, je pense que lui aussi, je vais lui remettre une petite cartouchasse bientôt. Tout doux, j'ai pas de signaux, donc je vais pas y aller pour l'instant. NZDN, après avoir fait bien le con. Ah, ouf. Ok, NZDN, là on est pas mal. Alors, peut-être à une petite dernière repoussée, histoire de. Mais alors là, ok, d'accord. Donc on fait un porte-voix, histoire de bien casser les couilles à tout le monde. Donc là, c'est attention. Moi, je vais rester soft parce que quand je vois ça, ça me plaît pas. D'accord? Donc c'est bien la structure du bon vieux porte-voix. Ça, c'est pas très pratique à trader. Donc malheureusement, moi je vais rester soft. Un TP c'est bien, mais ça ne me suffira pas spécialement. Donc je vais rester soft. Ou alors prendre un petit renfort pour abaisser juste un peu les stops. Voilà, mais un tout petit renfort dans ce cas-là. Et je sens quand même que c'est pas super c'est pas très en forme ce truc. Voilà. Bon, le momentum est baissier, ce qui est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'on attaque cette structure avec un momentum orienté à la baisse. On verra la suite. J'ai besoin de plus d'informations ici avant de m'amuser à renforcer et donc d'augmenter mon risque. Donc le yen hier, hein, de manière complètement rocambolesque, en même temps que le VIX d'ailleurs, donc sont allés casser tous les deux des supports, histoire de se libérer. Alors voilà, encore une fois, quelle est la psychologie de marché? C'est de marquer les esprits. Le principe c'est de dire, ok, le yen est venu casser le plus bas hebdomadaire, donc déjà on vient de gagner un peu de temps, ça nous évitera de ne pas finir la semaine ici. Donc pour l'instant déjà le yen essaie de gagner un peu de temps, c'est tout ce qu'on vient de faire. Voilà, le VIX même chose, hein, donc l'impression d'un plus bas hebdomadaire. Ou alors ça c'est moche. Alors ça c'est très très moche sur le VIX, d'accord. Ok, donc là on a l'avalement haussier daily clôturé. Ok, alors il y a des trucs que je saisis pas parce que hier en intraday j'y étais. Voilà, donc hier on a fait un plus bas en intraday. Alors ça, des fois, il faudra qu'ils m'expliquent les contrats VIX. Là, voyez, hop, en horaire, on le voit là, le spike à 13,4. En 4 heures, on commence à un peu moins le voir. Et en daily, on est resté au même niveau pour eux. Alors, en gros, on n'a même pas cassé le plus bas. Donc, il faut faire quand même attention. Ah si, on le voit. Ok, donc le VIX hier a quand même réussi à casser le plus bas pour clôturer en avalement haussier. Donc bon, il me semble quand même qu'on était allé un peu loin dans la connerie. Hein, donc pour l'instant, je vise toujours la même chose. Hein, donc le principe, revenir tester cette ancienne zone, cette petite zone de résistance et faire mumus donc entre 14 et 19, au lieu de faire mumus entre 15 et 20 comme j'avais dit avant. Hein. Bon, c'est pas très très grave comme shifting. Les taux allemands ne bougent pas, toujours pareil, donc ils nous font la misère jusqu'à la clôture. Il faut essayer de tenir comme des fous, donc tant pis, hein, patience malheureusement. C'est un peu le même jeu qu'à l'époque, hein, à savoir, donc voilà, on va probablement se faire expirer, et puis le prochain contrat va évidemment sortir par le bas. Donc pour l'instant, je vois pas le problème. Enfin, je vois malheureusement le marché me causer plus de problèmes que de phases positives. Enfin, tant qu'on est dans ce schéma de démontage de ma gueule, je suis malheureusement obligé de le subir et j'ai bien l'impression de ressentir la même chose que là, à savoir ça monte tellement teubé, ça accumule jusqu'à l'expiration et puis évidemment à l'expiration, on descend après sur l'overlap, histoire de niquer tout le monde. C'est le jeu magique des expirations futures. Bon, c'est un jeu négatif. Hein. Bon, ça va finir que de toute façon, le boon, je vais plus le trader comme le gaz, tout simplement parce que pour moi, mensuellement sur l'expiration, ça colle pas avec des scénarios daily, parce que tout simplement, le marché est manipulé en vue des expirations. Et c'est pas cool, parce que tout simplement, ça, c'est un jeu où vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Donc ça tue toute mon espérance de gain statistique. Et ça me casse un peu les couilles, parce qu'un rollover me gêne pas, mais quand le rollover bouffe tous vos gains, là c'est un peu chiant, parce que vous subissez en fait que le risque. C'est quand même casse-couille. C'est pas trop le principe de la stratégie. Gold et tout ça, je vais laisser tranquille, je vous ai fait une émission sur ça. Donc pour moi, je pense que là, honnêtement, j'ai pas grand-chose de plus à faire. Alors Boeing, évidemment, nous a fait la même séance que les US. J'ai dit, c'est dingue. Pour moi, c'est Boeing, c'est l'espoir américain. C'est de dire, si les ricains vont au sommet historique, je sais déjà qui c'est qui va permettre ça. C'est Boeing, c'est clair et net. C'est Boeing, c'est l'affaire de lance, c'est la dernière licorne boursière, le truc qui est absolument magnifique, qui trade au sommet historique avec un flux haussier, avec un carnet de commandes, avec tout ce qu'il faut.
Putain, c'est vendeur. Ah, ça, enfin, ça vend du rêve. Voilà, c'est très très vendeur comme projet, c'est parfait. Sauf qu'une récession et le secteur aéronautique, ça va faire mal, hein. Et donc, il faut faire très attention à ça. Et je vous rappelle les avertissements que je vous ai déjà donnés. Pardon, à savoir que malheureusement un carnet de commandes ce n'est soumis absolument à aucune contrepartie, c'est-à-dire que en gros on vous commande des avions à une date de livraison de 4 ou 5 ans, vous mettez ça dans votre carnet d'ordre et vous le montrez dans votre carnet de commandes et vous le montrez à vos investisseurs, ils sont très heureux de ces profits futurs exponentiels que vous pouvez attendre, sauf que évidemment on le sait comment ça se passe à chaque fois, surtout quand il s'agit d'un faible nombre, hein, c'est-à-dire qu'il suffit que vous ayez commandé une centaine d'appareils et ça fait tout de suite des millions imaginaires de commandes futures, et ça évidemment le marché doit le prendre en compte. Mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être que le marché prenne en compte qu'on risque de se taper une récession et que si ça arrive, on sait très bien ce qui arrive au carnet de commandes. Tout le monde annule ses commandes et derrière on fait quoi? On se dit ah mais merde, on avait prévu qu'on allait gagner des millions et puis au final non, et puis on est même obligé de licencier comme d'hab. Et voilà, bon, c'est l'ascenseur émotionnel habituel des licornes boursières de fin de cycle, c'est-à-dire que on price le meilleur et puis derrière arrive le pire comme Apple. Donc j'escompte ici exactement le même schéma, c'est-à-dire que pour moi si ça se retourne, c'est la catastrophe derrière et c'est 45% de baisse minimum. Là ce ne sera pas les 30% d'Apple, hein, parce que là il faut corriger le défonçage du sommet historique. C'est-à-dire pour moi c'est 30% en partant de là, et c'est un strict minimum et je pense qu'on ira plus bas que ça, c'est-à-dire que aux 30% auxquels on va rajouter les 15% d'excès, je pense qu'on va les rajouter en bas, donc moi je dirais hop ici plus un bon 15%, ça ferait un bon moins 45, ça nous ramène vers les zones de décrochage et les mêmes gaps de fin 2017 qui sont les mêmes qui ont été atteints sur toutes les licornes boursières, donc pour moi Boeing si ça tombe ça va être funky. On est toujours dans des structures TP, donc je vous avais dit qu'il fallait quand même garder des stops assez larges. Pour ma part il n'y a rien qui m'inquiète pour l'instant sur Boeing, soit il relance et ça devient une bubule, soit tout simplement avant la clôture mensuelle, c'est-à-dire on a quand même encore toute la semaine à trader avant d'arriver jusqu'à mars, soit ça se pète la tronche et on revient clôturer dans le contexte, et là, aïe, là c'est moche. C'est-à-dire un peu comme on avait fait à l'époque, on tente le débordement et bam, on revient clôturer dans le contexte, la sanction elle suivra très vite, en gros, on tente, oh merde, mais au bout d'un moment on va peut-être enfoncer les supports, non? Qu'est-ce que vous en dites? Enfin bon, moi je vois bien la structure d'élargissement, si ça s'épuise ici, c'est plutôt mauvais signe. Les signaux de TP ici étaient précurseurs, mais attention, il fallait être conscient qu'il y avait une gestion du risque associée. Moi je l'ai pris là, du coup Boeing, bon ça va, pour l'instant je suis pas trop en train de transpirer, je cherche pas à avoir le top price, the best price, tout ce qui m'importe c'est d'avoir des prix pas trop dégueux. Donc voilà, allez, je reste donc sur toutes mes positions, rien n'a changé, on va jeter un coup d'œil à UDNZD, ça bouge toujours pas, c'est le Néandertal. GBP, voilà, donc GBP USD, no fucking comment, d'accord, ça revient ici, alors c'est pas sur ce time frame que ça me semblerait le plus intéressant, on va voir si on a une structure de tendance qui émerge, pas encore. En horaire peut-être, en horaire on aurait peut-être un petit quelque chose à exploiter. Bon moi de toute façon GBP USD il n'y a aucun sous-taille, je suis déjà bien exposé dessus. Je ne veux pas faire plus avant les échéances Brexit parce que quand même il ne faut pas non plus faire les cons. L'eurodoll, ok, et donc, alors oui, hier la meilleure quand même, donc l'eurodoll qui vient chercher les résistances, l'USD-Yen qui vient chercher aussi ses résistances, et alors incompréhensible, normalement l'USD-Yen et euro-dollar ça ne peut pas bouger ensemble, et là ça bouge ensemble, c'est du grand n'importe quoi. En ce moment, les marchés, c'est juste waouh. On a bien compris que l'enjeu était majeur, ça c'est clair. Et du coup, il se passe quoi? Vous avez la plupart des gens qui se disent, comme d'hab, on attend et on regarde. Et vous avez à face de ça, donc tous les spéculateurs et tous les robots qui s'amusent à jouer avec les spéculateurs. C'est un espèce de marasme ambiant extrêmement tendu parce que, en fait, on sent la nervosité, on sent la tension énorme, on sent que tout le monde veut quelque chose qui n'arrive pas parce que pour l'instant, c'est que les spéculateurs qui jouent ce jeu-là. Évidemment, il y en a qui savent le faire, il y en a qui font ça n'importe comment. Donc, il y a tout un flux vendeur qui arrive de gens qui spéculent, et vous avez en face de ça des robots qui décident de les exécuter sur fond, évidemment, donc de particuliers qui se gavent d'ETF. Tiens, d'ailleurs, on va aller regarder un petit coup où on en est sur ce graphique voilà, hop.
juste y jeter un petit coup d'œil. N'oubliez pas donc les chiffres à 14h30 cet après-midi. Soit ça nous ramène au-dessus de la séance d'hier et cette fois on déborde les niveaux et on aura donc un flux haussier, soit tout simplement ça déçoit. Et là, si ça déçoit, je pense qu'avec le potentiel sell wall qu'on a installé hier, bon voilà, sans surprise, donc les ETF toujours plus haut, toujours plus fort, on atteint les 43 000. C'est juste, donc c'est pratiquement c'est 6% de plus que le sommet ici, alors même plus, hein, voilà, on partait de 38, donc c'est 7% de plus de hausse de volume ETF depuis le sommet historique, alors qu'on n'y est toujours pas retourné à ce sommet historique sur les indices large spectre. Il n'y a toujours pas de cassure sur les schémas obligataires et le VIX est toujours dans un schéma ascendant. Putain de merde, comment ce marché peut-il continuer à nous jouer cette musique? Je comprends pas. Voilà. Bon, pour moi, c'est un schéma incompréhensible. Je ne vois pas ce qui nous invite à être aussi euphorique sur les marchés américains, si ce n'est que ça pue le casse-pipe. Et encore, je suis sincèrement très gentil, hein, c'est-à-dire que là, moi, malheureusement, je vois que ce truc, dès qu'il va commencer à s'affaisser, les volumes ici vont s'affaisser, et le problème, c'est que dès qu'on reviendra là, ce sera la panique à bord. C'est-à-dire que ces mecs-là, je dis, quand on aura le volume ETF qui sera à moitié sorti, hein, c'est-à-dire on est à 42 quand on sera à 24, la moitié du volume ETF sorti, d'accord, à ce moment-là, la deuxième moitié, elle sortira, mais en panique à bord, c'est-à-dire que ce sera de la chute ligne droite. Donc faites attention, hein. Pour moi, dès qu'on vient là, dès qu'on revient chercher les 2005 et qu'on passe dessous sur le S&P 500, c'est le carnage assuré, mais vraiment assuré. On va probablement venir le marquer une fois, hein, pour faire paniquer ce volume et remonter, mais le jour où on l'aura marqué en tant que support et qu'on viendra l'enfoncer, oh là là, là derrière ça va en enfoyer. Enfin là, vous pouvez être sûr que Wall Street fera les gros titres aux États-Unis et pas sincèrement pour faire rêver les investisseurs, plus pour les rendre fous et leur faire comprendre qu'ils se sont fait arnaquer. Voilà, donc toujours à la vente, toujours sur Tesla, Apple, Microsoft, Google, Facebook, hein, je les ai tous, puisque évidemment si ça tombe, c'est celles-là qui vont se faire massacrer, parce que évidemment c'est celles-là qui sont le plus achetées par nos chers amis spéculateurs en herbe qui ont envie d'apprendre le marché, enfin qui ont envie de gagner de l'argent facilement dans le marché, puisque le marché ça monte, puisque les journaux économiques leur expliquent que la Fed est là pour les couvrir et qu'il n'arrivera jamais rien du tout de mauvais, eh bien j'ai envie de dire on va voir, mais j'y crois pas. Voilà, donc patience, hein. Alors ça c'est pas un débordement, hein, on est bien d'accord, moi soit c'est une bougie de breakout, on vient casser ce niveau technique et là tout va bien dans le meilleur des mondes, soit tout simplement ça se retend sur les prix, sur la dette corporate junk et évidemment, alors ma pote Tesla, hein, elle va s'en prendre une double cartouchasse, on va aller retourner l'analyser ici. Hop, on va juste lui jeter un coup d'œil. Donc voilà, un Tesla, ça quand même, ça pue le mort. Enfin, quand je dis ça sent très mauvais. Voilà, moi je prépare mes trades en breakout. Là, de toute façon, on tape ça, c'est mort. Hein. Donc si ça baisse aujourd'hui à Wall Street, Tesla forcément va baisser. Et dans ce cas-là, je passerai beaucoup plus fortement exposé à la vente sur Tesla. C'est-à-dire, en gros, on vient là, ça rejette le canal de tendance. Et regardez, canal de tendance. Et bam, voilà, pour moi c'est mature, il faut y aller, c'est une tendance qui s'installe ici. Là c'est des gaps baissiers, hein, qu'on va avoir, c'est-à-dire typiquement 1, 2, 3, d'accord. Pour moi la dernière vague ici doit être étendue et celle-là je pense qu'elle va faire très 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 mal. Donc Tesla, hein, je vous dis c'est qui tout double, moi je suis prêt à renforcer et à baisser mes stops et évidemment si c'est l'objectif, on prend à contre-pied et on se dirige en ligne droite vers les 360, en gros la bulle boursière s'installe aux États-Unis. Et l'euphorie jusqu'au sommet historique. Dans ce cas-là, je capitulerai sur Tesla, aucun souci. En attendant, je vais renforcer, j'en ai rien à foutre, tous les signaux sont là, je ne vois pas pourquoi je n'appliquerai pas la stratégie. Donc ici, on voit bien des cycles d'accumulation à l'horizon d'une tendance, on vient chercher le support, ce sera un breakout assuré pour moi. Hein. Il y a tout, il y a les signaux de tendance, il y a tout. Voilà. Pour moi, c'est juste les signaux rouges, rejet du canal de tendance, retour au contexte à chaque fois. Là, le débordement. Bon, hier, le petit gap haussier d'espoir, mais je pense qu'on va très rapidement invalider tout ce merdier. Aujourd'hui, donc Boeing, hein, intéressant, je vais le renforcer. Je renforcerai Boeing si on repasse, mais probablement pas aujourd'hui ou plutôt en fin de semaine éventuellement. Les autres, je les laisse gentiment faire leur job. Hein, voilà, donc Apple, on est en train de réessayer de passer, mais ça passe pas. Hein. D'ailleurs, ce double top là, c'est assez typique des schémas d'épuisement, là, des phases espoir. Rappelez-vous, c'est les double tops qu'on faisait sur Bitcoin à l'époque.
Ça me rappelle vaguement ce schéma-là. Donc Apple, peut-être que je vais lui en cartoucher une, histoire de m'amuser un peu. Il y a du TP et un surachat. Bon, moi je prendrai que le TP, hein, c'est toujours pareil. Dans le doute, je vais prendre la moins agressive. Donc pour la gestion du risque, voilà, je dirais attendre, peut-être que ça tâte le FIBO. Voir qu'on essaie de chasser les stops ici en zone faible volume. Et à voir. Mais Apple, peut-être que je vais me la remettre. Je vais me la remettre. D'ailleurs, j'en ai pas du Apple. Pourquoi je l'ai mise à la vente, celle-là? Mais ah si, j'en ai. Bah, si, ouais, j'ai dû prendre ça là. J'ai dû prendre cette vente sur Apple. Bon, on va voir. Bon, pour l'instant, je l'ai. Ah oui, c'est ça. Je l'ai et je garde un stop très loin. C'est vrai. Microsoft, on fait le point. Ok, ça veut le sommet historique, hein, mais même chose. Hein, voilà, si ça échoue là, alors on a fait le malin, ça fait le malin. Moi, je m'en fous. J'ai vendu là Microsoft ou là, je sais plus. Je crois que c'est là. Ça, c'est pas grave. C'est à prendre dans la gestion du risque. Tous ces trades, ils ont des stops au sommet historique tant qu'on n'a pas validé. Hein. Là, dès qu'on se redirige vers les supports, c'est la même chose. Hein. On joue, on joue, on joue, et puis ça va mal finir. Et voilà. Bon, donc toutes ces valos, pour moi, elles sont très, 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 très faibles. Alors, vous en avez certaines, du coup, comme Microsoft, qui sont pleines de rêves. Mais ça, malheureusement, c'est la structure d'un range tendanciel. Hein. C'est-à-dire que c'est un range fortement orienté et on déboîte littéralement les contextes à chaque fois. Hein. Déboîte, déboîte, déboîte. Et on revient juste chercher des ventes dans les contextes opposés. Donc, c'est pas... Voilà, pour moi, c'est du range orienté, du range tendanciel. Normalement, ça échoue dans les 61, 76,4. Bon, là, on a débordé 76,4, soit, hein, c'est un peu comme c'est un peu comme le Dow Jones. Mais j'ai une nette conviction que de toute façon, c'est un package. Si on voit que ce package ne passe plus, c'est là où ça commence à se dégrader. C'est-à-dire, on se rend compte qu'au final, les gérants ont peut-être vendu ces actions alors que les particuliers les achetaient. Et quand des institutionnels se sont délestés, je ne parle pas de vendre à découvert, hein, je parle encore une fois de les distiller. Les gens qui achètent des ETF, là, ils achètent avec un volume de dingo. C'est-à-dire, eux, ils achètent encore plus que ce qu'il y avait sur les sommets historiques. Donc, eux, ils surgonflent à l'achat et les prix ne suivent pas. C'est bien qu'il y a des gens qui vendent avec des plus gros volumes en face. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je pense qu'on a affaire à des institutionnels qui délestent clairement les achats face à des particuliers gonflés à bloc qui les achètent. Et ça, en général, ça finit très mal, puisque effectivement, ça induit d'abord le fait que c'est une question de timing. Donc d'abord, on écrase la volate, puis elle revient, et le pire, c'est qu'en plus de cette volatilité, va s'ajouter normalement un effet psychologique qui fait que cette volatilité, un professionnel, il est capable de l'absorber, il va intégrer ça dans une gestion du risque. Un particulier qui a juste envie de gagner de l'argent facilement sur les marchés, parce qu'on lui a dit que c'était safe et qu'il y avait la Fed et compagnie, et qui pouvait acheter les grosses valeurs, et puis un particulier il va acheter les valeurs de cœur. Quand on va lui dire acheter un ETF, dedans il y a Microsoft, Google, Apple, Tesla, tous ces trucs-là, c'est too big to fail, ça ne peut pas tomber. Dans la tête d'un particulier, c'est ça la réalité. C'est que la réalité boursière pour un particulier, c'est que les gros trucs ne peuvent que monter. Donc, quitte à acheter quelque chose, autant acheter les gros trucs. Problème, ces gros trucs, ils montent depuis 2 ans comme des flèches. Et que malheureusement, ils ont déjà pricé tout ça. Tout ça, c'est déjà dedans. Et que maintenant, il reste quoi? Que les rêves des particuliers qui pensent que les grosses boîtes ne peuvent pas tomber, too big to fail, et que, en plus, ce qu'on leur raconte, c'est vrai. Alors que c'est complètement faux. Donc, malheureusement, ça finit en général assez mal. Bref, allez, ça vous connaissez. On va s'arrêter là pour faire une émission un peu plus courte que d'habitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. On se retrouve demain. Et donc, surveillez ces clôtures américaines. Mais pour l'instant, restez prudents sur les positions en trading. Moi, pour ma part, je ne fais rien de plus que ça. C'est-à-dire mes renforts hier sur le DAX et sur le S&P 500. Petits renforts et mes derniers renforts. Au-delà de ça, j'invaliderai tous les scénarios indiciels. Je prendrai gentiment mes pertes et je dirai merci au marché et à la prochaine.